C'est vous, ça? Bon, OK. Donc, c'est aider, hein, ça se peut? Aider, c'est quoi? Bon, OK. Donc, c'est bien votre père? Grand-père, bon, voilà, qui avait sorti 2 canons, disons, de sa propre initiative, en tout droit, il n'y a pas de problème. L'affaire dans ça, c'est simplement que les archéologues de Montréal sont venus et nous ont jeté l'anathème, à nous, Gaspésiens, gens de Gaspé, qu'on est des pilleurs, parce qu'on... Vous avez vu ça dans les journaux dans le temps, mais vous vous en rappelez pas. Dieu merci, c'est des choses qu'on oublie quand les gens de la ville viennent nous dire qu'on est des pas bons. Bon. Toujours est-il que le canon, vous pouvez aller le flatter en haut, le caresser, il est dur, il va... d'habitude, touche pas. Mais là, si vous dites touche pas, il y a des limites. C'est-à-dire, il est plus dur que vous, là. Bon. Oui. Oui, bien, la madame va vous passer un microphone. Puis moi, je vous écoute. Non, c'est tout de suite. C'est parce que pour vous enregistrer. Un téléphone, je m'excuse. Voyons donc. Un micro. Oui. Monsieur Mimo, je te remercie beaucoup. J'ai une question par rapport aux canons français. Je sais que les canons anglais, ils ont une flèche indiquant, pas nécessairement où tirer, mais ils ont une flèche indiquant que ça appartient à l'armement anglais. Oui. Une flèche là, représentative de l'armement britannique. Est-ce que les canons français ont des marques particulières sur leurs canons indiquant qu'ils appartiennent à l'armée française? Là, vous ne parlez quand même pas un spécialiste de la balistique, là, c'est certain, quand même. Je suis spécialiste dans l'histoire des pêches. Bon, en partant. Deuxièmement, je crois que ce canon-là a une couronne. Comme on voyait aussi des couronnes sur les canons britanniques, et on en a 3 exemplaires devant l'Hôtel de Ville où j'ai pu identifier ça parce que j'ai fait l'historique de ces canons-là. Mais pour les canons de l'armée française, je n'ai jamais travaillé sur les canons de l'armée française, mais ils ont des signes. Ça, je sais. Mais que signifient ces signes? Il faudrait se procurer des ouvrages qui nous... Je gage que vous êtes capable vous-même si vous les avez. Si vous montez en haut, vous allez, s'il y a des signes sur ce canon-là, vous allez les retrouver puis vous pourrez les identifier. Moi, je n'ai pas fait cette recherche-là. Et la distance que l'épave a été retrouvée, est-ce que c'est tenu secret ou c'est de domaine public? Les archéologues ne veulent pas dire précisément où, parce qu'ils ne veulent pas que les plongeurs, probablement comme vous, aillent faire un tour, puis aillent, dans certains cas, ça c'est pas vous, j'ai peur de l'eau, moi. Piller l'épave j'ai peur pour protéger de l'eau. le plus possible. Mais je pense qu'ils ont pris à peu près tout ce qu'ils pouvaient prendre. Mais est-ce qu'ils l'ont dit? Ils ont fait des localisations. Il y a un article dans la revue d'histoire de la Gaspésie qui s'appelle aujourd'hui Magazine Gaspésie sur la fouille de ce site-là. Et il y a, à ma connaissance, il y a des photos, il y a peut-être même un plan. De localisation, je ne saurais pas vous dire. Mais si vous me permettez, si vous venez ici, je mettrai ma main au feu qu'ils ont un rapport des archéologues dans lequel, une copie du rapport des archéologues dans lequel il est possible qu'ils localisent. Je pensais me louer une chambre cet été au musée. Moi, je vous dis, si vous trouvez quelque chose, apportez-les ici, ils vont être très heureux. Merci, M. Mimo. OK, ça fait plaisir. Je vous disais que le navire, le Jean-Joseph, avait un équipage avec lui. Mais il était de façon très régulière d'usage d'emporter aussi des passagers. Des gens qui traversaient ici, qui d'ici pouvaient prendre un bateau pour se rendre à Québec ou ailleurs à l'intérieur de la colonie. Souvent aussi, c'était des gens qui voulaient venir travailler ici et s'implanter dans le milieu, mais ils vont rester 1 an, 2 ans, 3 ans. Je suis en train de faire un travail sur ça. Et ensuite, ils retournent là-bas. Il y en a qui vont rester. Il y en a qui vont partir. Celui-ci, il présente une particularité. Georges-René Pléville-Lepelé, qui a écrit ses mémoires, dont j'ai une partie ici parce qu'il a écrit d'autres documents aussi, est un jeune homme d'à peu près, je dirais, 12 ans, qui s'enfuit de chez lui, à Granville, qui embarque anonyme sur un bateau et il s'en vient pêcher à Gaspé. Et il raconte la vie à Gaspé pour un jeune mousse. Il y a ce document-là que je reviendrai sur les autres, et il écrit « C'est quoi la vie sur un chafaud ?» Vous avez probablement tous vu cette belle image. J'ai fait exprès de la sortir. Je sais que tout le monde la connaît, ou à peu près, de cette belle image où tout est beau, tout est clean, tout est propre. C'est spick and span, comme on dit en bon français chez nous. Quand on lit ce que le jeune a vécu, le jeune Pelé, là,
c'est pas si gai que ça. Et là, je ne fais que vous donner l'atmosphère qui régnait en prenant un de ces extraits. Il n'y a pas de travail plus dégoûtant et plus insupportable que celui du chafaudier. Sans cesse couvert de sang du poisson qui jaillit sur eux, et l'ouvrant, la peau des mains s'imprègne, si fort que cette odeur qu'il la conserve longtemps. Joignez à cela la puanteur des cajots dont l'exhalation fétide se répand au loin, et on se fera une idée de la force de l'habitude. Autrement dit, ça pue, puis on n'est pas tellement bien, mais on s'habitue. Il est vraiment inconcevable comment ils peuvent se familiariser et rester. Il est à observer aussi qu'ils ne sortent pas pendant que la pêche donne, qu'ils sont au travail, parle d'échafaudier évidemment, depuis la pointe du jour jusque bien avant dans la nuit et qu'ils y couchent. Ailleurs, la pointe du jour, il l'écrit, là, c'est 3 heures du matin. À 3 heures du matin, tu es un jeune flot qui arrive, un jeune garçon qui arrive là, les 2 yeux collés bien durs, et tu t'en viens, et là, il y a ce qu'on appelle un cajot, c'est-à-dire une place où il y a de la morue qu'on a mis dans l'eau pour qu'elle se lave de sel. On prend le jeune, c'est lui qui le raconte de gré ou de force, les 2 yeux collés, on le jette dans ça, puis à cette heure, vide-moi ça. Mais il est à 3 heures du matin, la journée commence. Il y en a jusqu'à quelle heure qu'il dit, là? Jusqu'à tard dans la nuit. Nicolas Denis dit on allumait des flambeaux le soir pour pouvoir voir finir la journée. Donc, ça nous donne une idée de ce que Pléville-le-Pelé, le monsieur dont je parle, a vécu et qui fait comprendre comment ça se passait. Il raconte aussi à un moment donné, et ça va m'amener à la suite, le capitaine était rough avec ses jeunes. D'ailleurs, il y a une loi en France qui interdit au capitaine de prendre, à un moment donné, à partir des années 1680, des enfants en bas de 12 ans dans l'équipage. Donc, ça veut dire, si on fait l'interdiction, c'est que ça se fait. 2, on n'a pas le droit de les maltraiter. Alors, lui, il raconte que son capitaine de son navire a son neveu avec lui et qu'il lui demande d'aller monter en haut pour voir où en sont les glaces et les affaires de même. Et le garçon monte en haut, mais il ne veut plus redescendre. Non, moi, je ne redescends plus. Ça veut dire qu'il trouvait la vie un peu difficile. Et là, le Pelé, c'est pas un tout nu, le jeune garçon, c'est un fils de famille là-bas. Okay? Il voit le capitaine envoyer ses hommes descendre son neveu, puis prendre un baril plein d'eau glacée et le mettre dedans et le faire rester là pendant plus d'une demi-heure. Là, le Pelé se fâche, c'est ce qu'il raconte. Il engueule le capitaine, une chose inconcevable. Tente de le frapper. Évidemment, c'est un enfant, donc il en mange une bonne. Puis après ça, le capitaine le met au fer. Et là, il a fini sa saison, vous devinez, à coups de pied et à coups de strap. Et à la fin de la saison, il s'est sauvé. Il va s'en aller jusqu'à Québec, il va embarquer sur un bateau, il va revenir en France. Tout ça pour vous raconter que la vie sur un bateau, ce n'est pas nécessairement facile si tu es un enfant. Ce qui est encore plus intéressant, pas lui, lui là, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il faut savoir que ce jeune petit garçon-là, qui a fait et c'est lui qui l'écrit, ses classes dans la marine à Penouille, c'est lui qui écrit le mot Penouille, va devenir le ministre de la Marine de Napoléon. On a commencé à former des ministres assez jeunes, la Gaspé. Lui, je vous le montre parce que c'est toujours avec le Jean-Joseph. Mais je ne comprends pas, mes diapositives se sont mêlées, c'est pas grave. Le beau garçon que vous voyez, c'est pas Sébastien, mais l'autre, là, celui-ci, c'est Lantaigne. Lui, son ancêtre était sur le Jean-Joseph. Il y a 2 gars que je reconnais sur le Jean-Joseph, qui sont parmi les naufragés, un dénommé François Aubu, oncle, et François Aubu, le neveu. Les 2 vont s'en aller demeurer à Grande-Rivière, vont travailler pour les Bellefeuilles, vont s'installer là, et vous connaissez toute la lignée des Aubu aujourd'hui, descendent du neveu. Parce que le mononcle, lui, va mourir, je ne sais pas de quelle manière, de maladie, d'accident, de noyade, c'est toutes des choses qui arrivaient pour les pêcheurs. Il avait une quarantaine d'années, le jeune Aubu avait 12 ans à ce moment-là. À côté de ces 2 obus-là, il y a le premier Lantaigne de la lignée qui, lui, ne va pas retourner en France, il va aller rester à Miscou, puis il va devenir aussi l'aïeul de toute une autre lignée, les Lantaignes. Et Robert, qui est un ami ici, là, est un féru d'histoire, un gars qui aime l'histoire et qui, à Montréal, à l'île Sainte-Hélène, travaille pour faire de l'animation. Alors, les gens de l'île Bonaventure vont connaître le truc de se costumer pour rendre l'animation plus intéressante. Le costume est de son cru, très fidèle, et il est celui qui avisera Sébastien du fait
que le musée de l'île Sainte-Hélène pensait à se débarrasser des artefacts que les archéologues avaient déposés, l'artefact du Jean-Joseph qu'ils avaient déposé là-bas. Ils pensaient à s'en débarrasser, pas le jeter à poubelle, là, mais tu sais, il ouvrait une porte, autrement dit, s'il y a quelqu'un qui veut l'avoir, on est bien prêt. C'est lui qui a avisé le musée. Le musée a fait les démarches, on s'est retrouvé avec pas mal d'artefacts. Je ne sais pas si on les a tous, du musée. Puis, vous aurez reconnu, évidemment, Carole, celle qui vous faisait payer 5$ pour venir m'écouter. Puis, c'est peut-être même plus. Et Eileen, que tout le monde connaît. Je vous parlais tout à l'heure des passagers qu'on faisait venir, qu'on amenait. Pierre Provost en a fait une liste pour la période. Il en a trouvé 138. Et j'en ai pris ici peut-être, je ne sais pas moi, combien j'ai écrit, 50. Bon, c'est approximativement 50. Et dans ça, moi, je sais que je reconnais certains noms. Nicolas Brie, c'est un gars que je vais revoir. Chenu, c'en est un autre. Julien Vieille, qui reste à Grande-Rivière. Je reconnais des gars qui vont venir s'implanter. Mais ils rentrent dans la colonie par Gaspé. Ils travaillent pendant une saison, 2 saisons, peut-être 3. Puis après ça, ils s'en vont rester avec les Bellefeuilles, qui est la seigneurie la plus organisée.